Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des deux dernières confrontations entre les Lakers et les Nuggets qui n'ont pas tenu forcément toutes leurs promesses. On va parler des Pistons de Détroit en marche vers les playoffs et du mois de mars explosif de Quentin Grimes sous le maillot des Sixers. Pour m'accompagner, c'est Charles que je salue immédiatement. Salut Charlie. Salut Josh, salut à tous. Charlie, on est prêt à débattre de ces deux duels entre les Lakers et les Nuggets, un peu décevant parce que tout le monde n'était pas là, on va en parler plus en détail, mais plein d'enseignements à retirer quand même. De la double confrontation, ouais, bien sûr, ouais, effectivement, on ne peut qu'être déçu vu le casting qui n'était pas forcément à la hauteur du rendez-vous, mais effectivement, il y a quand même des choses à dire. Ouais. Effectivement, on va en parler tout de suite. Avant ça, on va parler un petit peu de l'actu, notamment du fait que Paul George est out pour la saison. Moins d'un mois après avoir annoncé mettre fin à son podcast pour se concentrer sur la fin de saison avec les Sixers, Paul George doit subir désormais une procédure sur son genou gauche et ses adducteurs. Ça va le tenir hors des terrains jusqu'à la fin de la saison. Le bilan, c'est 41 matchs joués pour sa première année à Philadelphie, 35 ans en mai. Il a signé un contrat max, je le rappelle, de 4 ans l'été dernier. Charlie, on ne peut plus décevant cette première saison de Paul George sous le maillot de Philly. Bah oui, c'est clair, c'est même triste de voir, toute la saison en fait aura été une succession de galères pas possibles, que ce soit pour lui ou pour l'équipe. Ouais. Là, évidemment, que sa saison s'arrête maintenant, bah c'est bien parce qu'en fait là, l'objectif aujourd'hui pour les Sixers, c'est d'en refaire un joueur de basket en fait de Paul George. Et vu son contrat, il faut absolument qu'il redevienne au moins capable d'être performant sur un terrain, et en fonction, on verra bien ce que la franchise décide de faire, soit le conserver, soit éventuellement essayer de le trader. Mais dans tous les cas, il faut avant tout que Paul George redevienne un joueur de basket. Et pour ça, effectivement, arrêter sa saison maintenant et gérer les problèmes physiques, c'est ce qui est le plus important. Ouais, et à voir ce qu'il va également décider de faire avec son podcast. Moi, Ouais, si je suis le Philadelphie, si je suis les Sixers, clairement, le début de saison prochaine, je dis, écoute, t'es sympa, mais ton tu fais un choix. podcast, c'est stop, quoi. Ouais, Puis, il va falloir retaper non seulement le joueur physiquement, mais aussi sa réputation si tu as envie de le transférer. Il va falloir qu'il démontre sa capacité à jouer sur le terrain, quoi. ouais, et franchement, j'espère vraiment qu'il va y arriver parce que c'est vraiment triste l'image que Paul George a renvoyée toute la saison. C'est un joueur que je respecte beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Et quand tu compares le Paul George en termes de body language, de mentalité, etc., tu compares le Paul George de ses années Indiana, par exemple, et celui qu'on a vu cette saison à Philly, c'est vraiment le jour et la nuit. Ouais, drôle de fin de carrière pour le moment. Les Celtics, cette semaine, ont été vendus pour plus de 6 milliards de dollars à Bill Chisholm du groupe Symphony Technology, société de capital investissement spécialisée dans les logiciels et la data. C'est le montant le plus élevé de l'histoire des sports US pour la vente d'un club. Wyc Grousbeck va rester à la tête de la franchise qu'il avait mis en vente en juillet dernier après leur victoire en finale face à Dallas jusqu'à la fin de la saison 2027-2028 avant de passer le relais. Reste à voir maintenant comment l'intersaison va être gérée par les dirigeants cet été. La masse salariale va être colossale. Additionnée aux pénalités, ça pourrait atteindre des sommes records et obliger la franchise à prendre des décisions difficiles. Charlie, comment tu vois ce changement, cette vente de Boston, des Celtics de Boston à un nouveau propriétaire? Bah, déjà, c'était attendu, y a pas de surprise maintenant. Savoir quelle sera la stratégie des nouveaux propriétaires, pour le moment, c'est compliqué. Tu l'as dit, les montants qui sont évoqués pour la saison prochaine entre les amendes et les salaires, on évoque quelque chose qui est autour des 450 millions de dollars. Donc C'est vraiment, fou. ouais, un chiffre qui est absolument délirant. Ouais. On va voir déjà, on va voir à quoi ressemble leur fin de saison. Est-ce que si Boston conserve le titre en étant aussi dominant que la saison dernière, ça peut les inciter à continuer à mettre la main à la poche et essayer de créer une dynastie, ou est-ce que c'est des montants qui sont, quoi qu'il arrive, beaucoup trop importants pour les nouveaux propriétaires? On va voir. Les prochains mois vont nous dire de toute façon quelle sera la stratégie. En tout cas, ça va avoir un impact important sur la ligue parce que aujourd'hui, Boston, c'est quand même l'équipe la plus importante à l'Est, même si c'est pas eux qui sont en tête de la conférence, c'est quand même a priori celle qui fait le plus peur en playoff. Ouais, complètement. Ça fait depuis combien de temps qu'on n'a pas eu de back-to-back? Depuis les Warriors, il me semble. Ouais.
Les Warriors 2017-2018. Et après, ça a changé tous les ans quasiment. Enfin, c'est sûr. Ah ouais, tous les ans. Donc, ouais. Écoute, on verra bien, mais à voir pour Boston. On espère pour les fans des Celtics que ça sera pas une histoire à la Mavericks, quoi. Hein? Avec le loup qui sort du bois. Coucou, je suis là pour défoncer votre, votre franchise. Je continuerai à donner des nouvelles de cette personne parce que cher à mon cœur, Greg Popovich est au cœur d'un reportage sur ESPN, une enquête publiée par Ramona Shelburne et Michael C. White, enfin publiée, écrite par ces deux personnes. Ça nous permet de rentrer un petit peu dans les coulisses de son malaise cardiaque, la façon dont l'équipe a géré cette situation. On sait aussi, on apprend qu'il a fait des réels progrès depuis sa convalescence, qu'il continue d'analyser les matchs pour critiquer les joueurs après coup, et que au final, ça sera à lui de décider ce qu'il va faire à la suite de sa carrière. Et voilà, ça m'a fait du bien d'avoir des nouvelles de Greg Popovich un peu plus précises, un peu plus voilà, positives et tout ça. Ça m'a fait du bien de savoir ça. Donc j'invite tous les fans des Spurs à aller lire cette enquête. Je sais pas si tu as eu l'occasion de la lire, Charlie. Écoute, non, pas du tout. Je n'ai pas eu l'occasion de la lire. Je vais sûrement essayer de le faire dans les jours qui viennent. Mais oui, de toute façon, aujourd'hui, Popovic, le plus important, c'est clair, hein, c'est d'avoir des bonnes nouvelles sur sa santé, d'être rassuré de ce point de vue-là. Et son retour sur un banc, c'est complètement, c'est anecdotique, en fait, aujourd'hui. Ouais, complètement, ouais. On serait tous Et très heureux de le voir revenir, hein, si ça ouais. marche et si c'est possible, il n'y a aucun problème. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus important aujourd'hui pour lui. Pour la jeune génération qui nous écouterait, à savoir pourquoi j'arrête pas de parler de Greg Popovich, tout ça, c'est une légende absolue du coaching basket, pas que NBA, basket international. C'est une légende absolue, ce mec. C'est fou. Il a atteint le summum de son art avec ce titre en 2014. La manière aussi dont il a su coacher cette équipe pour oublier, laisser derrière eux la défaite atroce en 2013 face aux Heat pour revenir et les battre en 2014. Enfin, voilà. Bah, c'est un coach Ouais. qui est dans la discussion pour les meilleurs coachs de l'histoire de la ligue, en fait, tout Oui, simplement. voilà, ouais. C'est un mythe de ce niveau-là. On sait Exactement. que les réseaux sociaux sont passionnés par le débat du GOAT entre Jordan et LeBron. Bah, le débat du GOAT des coachs, Popovich est très clairement dedans. Voilà. Ouais, et puis c'est une personnalité que moi j'apprécie personnellement beaucoup. J'aime sa façon de penser, j'aime sa façon de s'exprimer. Et j'aime aussi le fait qu'il ait reconnu avoir été un peu tyrannique au début, à un moment de sa carrière, qu'il a pu et su évoluer. J'ai toujours aimé les réflexions qu'il a pu avoir sur lui-même, sur la vie en général. Et voilà, je trouve que c'est quelqu'un de passionnant. Il est Voilà, courageux dans ses prises de position, que ce soit pour faire son autocritique, pour prendre des tout à fait. positions sur des sujets sociaux, politiques, etc., etc. Il s'est jamais caché, Popovich, et Ouais. effectivement, c'est un mythe de la NBA, Greg Popovich. C'est pas quelqu'un d'obtus et trop souvent, quand tu rencontres des gens comme ça qui ont eu du succès, qui ont atteint un certain âge parfois et qui voilà, qui ont plus rien à prouver quelque part et qui pourraient se dire c'est ma méthode, c'est la bonne puisque j'ai été champion. Et c'est quelqu'un qui a toujours mis en avant l'importance de pouvoir se remettre en question, de prendre du recul, voilà, de toujours avoir une autocritique comme tu l'as très bien dit. Et je trouve que c'est très important au-delà du basket dans la vie en général. Voilà, on va parler du duel Lakers-Nuggets. On était chaud bouillant à l'idée de débriefer les matchs entre ces deux formations dans la course à la seconde place de la conférence Ouest. Aujourd'hui, c'est les Rockets qui sont deuxième. Ça Aucune de veut ces tout deux, dire. aucune de ces deux équipes n'est en deuxième position désormais. On a eu deux rencontres privées des joueurs majeurs. Le premier côté Lakers, le second, c'était les Nuggets qui n'ont pas présenté leur meilleure formation. Dommage, car les enseignements à retirer ne sont pas nombreux. Il n'en reste pas moins que ces deux équipes se sont engagées dans une course passionnante à l'ouest avec les Rockets et les Grizzlies dans la bataille. Il y a quand même des choses à retenir de ce qui s'est passé, Charlie. Je voulais quand même savoir, est-ce que tu étais déçu ou pas de la tournure qu'ont pris ces deux duels? Ah bah oui, bien sûr, c'est clair. On espérait, on n'a pas eu les matchs qu'on espérait. On voulait voir les équipes au complet. On a été très très loin de là. Bon alors,
au niveau des résultats, écoute, on s'est partagé les victoires de manière plutôt équitable, ce qui d'ailleurs sur la saison donne un bilan de 2-2, il me semble, entre Nuggets et Lakers. Mais Alors, le premier match, il y avait personne côté Lakers. ah Et oui, attends, je te les fais la liste. Nuggets ont transpiré de ouf pour remporter cette rencontre, quoi. Premier match côté Lakers, il me semble qu'il manquait LeBron, Doncic, Hachimura, Gabe Vincent, Dorian Finney-Smith et Ouais. Hayes. Franchement, si celui-là, les Lakers l'avaient pris, Ah, ah, vous étiez en train de nous souffler dans la nuque je t'aurais probablement envoyé un petit jusqu'au bout, quoi. message quand même, hein, parce que le 5, Reeves, Kennect, Goodwin, Vanderbilt et Len, c'est bon. Heureusement, il y a J'étais eu... très mal à l'aise. Ouais, J'étais ouais, très très mal à l'aise. tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Heureusement, il y a eu une belle fin de match de Denver, avec notamment Jokic et Murray, bien soutenu par Christian Brown. Mais franchement, ouais, Ouais. c'est Mais inquiétant quand même, hein. attends. Non, mais il y a plein de choses à dire. Continue, pardon, excuse-moi, j'aurais pas dû te couper. Et je vais parler des Nuggets parce que franchement, tout ce qui s'est passé ces derniers temps m'a énormément contrarié. Vas-y. Non, bah écoute, ensuite on a eu la revanche, donc je crois que c'était dans la nuit du 19 au 20, et cette fois-ci c'est les Nuggets qui étaient privés de Jokic et Murray. Alors, certes, côté Lakers, LeBron et Hachimura étaient toujours absents, mais les autres étaient bel et bien présents, et quand tu vois les débuts de match de Luka Doncic, c'est déprimant pour les adversaires, hein. 21 points inscrits dans le premier quart-temps pour donner l'ascendant aux Lakers, ça aide. Voilà, en fait, on a eu le match de Luka Doncic qui explique l'horreur absolue qu'a été ce transfert de Dallas. Et le scandale, le scandale que c'est. C'est-à-dire, Luka Doncic est un joueur qui est capable à lui tout seul de transfigurer une rencontre. Enfin, je veux dire, ce match-là, il y avait personne ne touchait les Lakers avec un Luka dans cette forme-là, quoi. Il est irrésistible dans ces cas-là. Il casse le moral de l'équipe adverse. Il est fou, ce joueur. Quand il Ouais, est dans cette après, forme-là, tu peux rien faire. est-ce que vraiment les Nuggets ont besoin de Luka Doncic pour avoir le moral cassé quand tu les vois en ce moment? Parce que franchement, il y a Non, des non, non, moments non, sur le non, parquet, non, ils ont non. l'air tellement apathiques, quoi. Je parle pas du duel face à Nuggets à Oui, oui, proprement oui. parler. Je parle du fait que les Lakers ont aujourd'hui dans leur rang un joueur qui a changé et modifié l'intégralité de leur façon de jouer, qui ont un joueur qui oblige les équipes à faire des prises à deux. Ils sont obligés de faire des prises à deux contre lui parce tu peux pas avoir la balle dans ses mains. C'est pas Non, tu peux possible pas. en fait. Parce que si tu le défends en 1 contre 1, il va battre ce duel, c'est sûr. Il y a aucun moyen que tu l'arrêtes. Et si tu fais la prise à deux, il est assez intelligent pour faire la passe, il est assez intelligent pour prendre la bonne décision. Et une fois qu'il va retrouver un petit peu son efficacité au tir, ce qui peine un peu à retrouver en ce moment, mais c'est à peu près normal puisque il a encore des résidus de ses blessures qu'il a eu en cours de saison. Mais si tu regardes aujourd'hui le profil des Lakers, ils ont totalement changé de visage. C'est-à-dire que c'est passé d'une des équipes qui a le plus gros volume de 3 points toutes les 100 possessions par match depuis qu'il est arrivé, alors qu'avant, ils étaient, je sais plus, 26e de la ligue, un truc comme ça. Ils étaient tout en bas. Quand tu écoutes Austin Reeves et d'autres, ou JJ Redick qui explique, Luka Doncic a changé la géométrie intégrale de notre façon de jouer. Il a transformé Jackson Hayes en arme absolue, quoi, sur le terrain, c'est fou. Ouais, Donc, c'est dire à quel point Luka Doncic est un joueur différent, en fait, un joueur qui impacte tout le jeu offensif de son équipe. Mais au-delà du cas Doncic, je suis désolé, mais cette double confrontation, elle est pas rassurante du tout pour les Nuggets, hein. Au-delà du fait qu'ils sont pas passés loin, hein, de perdre à domicile le premier match malgré toutes les absences qu'on a évoquées, il y a des éléments qui sont, enfin, moi je comprends pas comment cette équipe elle peut être aussi apathique par séquence. Mais même tu vois sur ce premier match, ils perdent la bataille du rebond, il me semble, alors que on parle de Denver en fait, c'est quand même une équipe qui est plutôt forte dans ce secteur en temps normal. Il y a eu beaucoup de pertes de balles aussi, il y a du déchet dans le jeu, il y a des vraies périodes de flottement défensif. Les entames de match de Denver, qu'est-ce que c'est? Il faut leur mettre un réveil dans le vestiaire, ces mecs-là, c'est pas possible. Enfin, je suis assez inquiet de ce que Denver a montré pour être franc. il y a eu Denver aujourd'hui n'est pas sérieux dans la course au titre, Non. très clairement. Il y a un manque de sérieux total et on peut pas être rendu à la mi-mars et jouer de cette manière-là. C'est impossible. Et les problèmes défensifs sont tout en haut de la liste. Depuis l'All-Star Game, c'est la 24e efficacité défensive de la Ligue.
c'est catastrophique. Tu peux te dire, ah ouais, mais attends, en attaque, ça, peut-être qu'il rattrape le coup. Pas du tout. 13e attaque de la ligue, 19e en net rating. Je veux dire, si tu prétends jouer le titre, tu ne peux pas afficher ce ratio, ce rendement sur le terrain. C'est pas possible. C'est Ouais. impossible. Ah, Et aucune équipe sérieuse ne peut se présenter en disant, et c'est pas une victoire sur le terrain du Thunder qui va faire illusion, même si cette victoire a été très impressionnante, mais ça reste, on va dire, un mirage par rapport à ce qui se passe depuis le All-Star Game en vérité. Il y a eu cette série de victoires justement avant le All-Star Break où ils ont battu des équipes qui étaient assez médiocres et Jokic lui-même disait bah, peut-être qu'on est en train de créer l'illusion que tout va bien mais on a encore des problèmes à régler. Bah dis donc, les problèmes là montrent leur visage depuis plusieurs rencontres et plus ça va, plus je me dis si cette équipe parvient à obtenir un résultat en playoff là, ça sera miraculeux. Parce que très clairement, seules 2 équipes dans l'histoire ont réussi à l'emporter en étant en dehors du top 3 de leur conférence. 10 des 78 finales jouées dans l'histoire, si on compte les équipes en dehors du top 2. C'est-à-dire que si tu comptes top 3. Si t'es pas, en gros, ce que je suis en train de dire, c'est que si t'es pas top 2 de ta conférence, tes chances de gagner un titre sont quasiment nulles. ouais, ouais, et puis au-delà de cet aspect-là, qui est évidemment extrêmement important, moi je suis désolé, mais Mike Malone, en fait, il a l'air d'être impuissant, en fait. Quand tu Mais l'entends, bien quand sûr. t'entends ses déclarations, tu vois, il a bien cerné quels étaient les problèmes, il a bien conscience des défaillances de son équipe, mais on a l'impression qu'il n'arrive pas à trouver les solutions, qu'il n'arrive pas à tirer les bons leviers, tu vois, pour réussir à créer une réaction chez ses joueurs. Je veux dire, c'est évident que tu peux pas espérer quoi que ce soit en playoff quand t'es pas capable de défendre sur tout un match de manière à peu près stable et continue. Ces Nuggets-là, en playoff, bah, soit ils trouvent des solutions d'ici la fin de la saison régulière et il y a un espèce de déclic qui se fait dans le vestiaire et les mecs comprennent qu'il faut mettre de l'intensité pendant 48 minutes ou alors qu'il faut arrêter d'avoir le moindre espoir en fait. Et ce qui est agaçant quand tu es fan des Nuggets, c'est que tu entends Mike Malone parler des mêmes problèmes tout le temps. Ouais, tout à Les fait. mêmes problèmes d'engagement, les mêmes problèmes de défense, les mêmes problèmes de rebond, les mêmes problèmes de pourquoi on a l'impression de ne pas prendre les choses au sérieux sur le terrain. Et en fait, c'est pas possible en fait. Donc soit son message ne passe plus, mais en même temps, je pense pas que Michael Malone soit en danger puisque Nikola Jokic ira à sa défense, ça c'est sûr et certain. Ils sont trop proches, je pense, pour que ça change à ce niveau-là. Il faudrait vraiment qu'il y ait, je sais pas, une grosse désillusion, style une sortie au premier tour violente, on va dire, où il y a aucune compétition, où le vestiaire est totalement perdu et qu'il faut bien se rendre à l'évidence. Voilà. Euh, Ouais, mais dans ce cas-là, moi je suis désolé, mais moi Jokic, je vais arrêter de le préserver parce que tu vois moi le narratif de Jokic mérite mieux que cette équipe, Jokic, on n'a jamais vu une superstar de ce niveau-là être aussi mal entouré. Et il a sa part de responsabilité s'il Ah continue mais à défendre complètement, son mais coach. Tu vois, je complètement. suis désolé, mais là pour le coup, à un moment, lui aussi, il faut qu'il ait un déclic. Tu peux pas être à ce niveau de performance depuis tant d'années et n'avoir qu'un titre. Ça me fait mal au cœur en fait, Bah, vraiment. si tu fais le bilan, ça fait 5 ans que Jokic marche sur la ligue en Ouais. termes de performance individuelle et il s'en sort avec un titre. Alors un titre, c'est déjà très bien, j'ai envie de te dire. Non, pas au Malheureusement, niveau dont on parle. il y a plein de joueurs qui n'auront pas gagné de titre dans leur carrière, mais Jokic est sur un niveau de performance individuelle absolument all-time, c'est-à-dire qu'il est vraiment en train de tutoyer le sommet du sommet, l'élite absolue de l'histoire de la NBA. Et aujourd'hui, il est entouré de joueurs qui ne semblent pas être en mesure de l'aider comme il faut à voyager là où il doit aller, quoi. Et je suis désolé, moi, j'adore Jamal Murray. Je sais que Jamal Murray a été extrêmement fort dans la campagne 2023, mais le début de saison de Jamal Murray, moi, j'ai pas compris les excuses qu'on essayait de lui trouver. Le fait qu'il soit pas en état de commencer. Alors, j'ai bien compris qu'il se remettait d'une blessure, tout ça, ok. Mais il y a un moment, tu peux. On était là à dire ah mais c'est normal, Jamal Murray il fait ça quasiment tous les ans. Il commence doucement, puis il monte en puissance et en décembre il commence vraiment à jouer.
Ok, mais c'est justement ça le problème aujourd'hui de Denver, c'est que il tire sur la corde Jokic. Là, tu vois Jokic en ce moment, enfin avant d'avoir les matchs de repos là qu'il enchaîne en ce moment, il était absolument essoufflé tout le temps. Il était au bout du bout, mais c'est normal parce qu'il joue tellement pour essayer de gagner des matchs, pour essayer de remonter, pour essayer de sauver ce début de saison catastrophique que il est surutilisé en fait. Il n'y a pas de banc. Michael Malone ne sait pas utiliser son banc. Là, tout d'un coup, on aperçoit Spencer Jones, Hunter Tyson. Il y a Kanchar qui est enfin revenu de blessure. Il y a Julian Schroeder qui est encore à l'infirmerie. Bref, il n'y a pas de banc. Il n'y a pas de banc dans cette équipe. Et je suis désolé. Pareil, il y a un moment, il va falloir parler des autres stars entre guillemets de l'équipe, c'est-à-dire je vais laisser Aaron Gordon de côté parce que lui, pour le coup, il a été blessé et je pense que c'est un joueur ultra complémentaire de Nikola Jokic. Mais que ce soit Jamal Murray ou Michael Porter Jr., Jamal Murray, depuis un moment, il a haussé vraiment son niveau de jeu. Il est très, très bon. Et Michael Porter Jr. est un joueur qui disparaît quand même dans les moments chauds. Je trouve que Michael Porter Jr., il est très fort contre les équipes médiocres. Et dès que les équipes sont un peu sérieuses en face, il n'y a plus grand monde, quoi. Et ça Ouais. m'énerve. Alors cette petite phrase me rappelle qu'il a été très bon contre les Lakers en playoff la saison dernière, donc je suis pas très content de ce que tu viens de dire, mais non, je plaisante. Mais non, mais t'as tout à fait raison. Il est trop irrégulier en fait, Oui, non, Michael mais Porter Jr. Et il est payé comme un joueur où tu ne peux pas te permettre ça. ouais, ouais. Et toi et moi, on en a déjà parlé, mais moi, je pense que Michael Porter Jr., son salaire devrait être divisé aujourd'hui en NBA avec la nouvelle convention collective. Tu peux pas te permettre d'avoir 4 joueurs comme ont les Nuggets payés autant d'argent. Parce que ça crée justement des problèmes de profondeur de banc. Ça veut dire que tu te reposes sur des jeunes joueurs comme Julian Schroeder, comme Hunter Tyson, Spencer Jones, des joueurs qui ne sont pas du tout prêts à te porter en playoff. Il faut avoir des joueurs vétérans qui sont capables de t'apporter quelque chose. Et aujourd'hui, Michael Porter Jr., qui est très fort en l'état, je dis pas, si tu regardes ses stats, elles sont extrêmement impressionnantes. Mais je me pose vraiment en tout cas la question de savoir est-ce qu'il serait pas mieux d'avoir des role-players compétents à la place de Michael Porter Jr. T'en as deux à la place de lui, quoi. Ah oui, non, mais moi je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. Moi, c'est clair que ça fait quand même quelques années que j'ai des doutes sur la question du supporting cast qu'il y a autour de Nikola Jokic. Et franchement, moi, le narratif de Murray, tu vois, cette espèce de narratif à la Jimmy Butler, où on nous explique, même quand il est pas bon du tout, que, ah, mais vous inquiétez pas, en playoff, il est capable de, ça m'énerve, en fait. Il faut arrêter avec cette histoire. Il l'a fait une fois, et d'ailleurs, il y a quelques jours, Jokic a eu une déclaration qui est un peu une pierre dans le jardin de cette théorie, hein. Il a expliqué que, il y avait pas de switch, en fait. Ça n'existait pas, le joueur qui tout à coup se Exactement. réveille la veille des playoffs et devient un autre joueur. Comme il l'a dit lui-même, l'équipe que tu es en saison régulière, c'est l'équipe que tu seras en playoff. Et l'équipe qu'on voit actuellement côté Denver, c'est une équipe qui peut pas être ambitieuse en playoff. Je suis désolé, mais c'est pas possible. Pas dans cette Mm. conférence Ouest-là. C'est pas possible. Et ils ont plein de problèmes à régler qui sont un peu, tu vois, la défaite face à Minnesota, on a bien vu aujourd'hui le côté, le jeu physique imposé par Minnesota ne leur convient pas. Ça les fait sortir de leur basket, ils n'arrivent pas à contrer ce truc-là. Et aujourd'hui, si tu m'annonces un premier tour qu'on fasse à Minnesota, ce qui est tout à fait dans le domaine du possible, je suis pas du tout rassuré. Je suis pas du tout rassuré par ça. Un duel face aux Lakers non plus aujourd'hui. En fait, les Nuggets ont beaucoup trop de points faibles aujourd'hui à mes yeux, où je me dis c'est trop facile de les attaquer sur dans tel ou tel secteur, sur telle ou telle dimension du jeu. Michael Porter Jr., si tu regardes les playoffs de l'an dernier, Michael Porter Jr. face aux Lakers, il est absolument resplendissant. LeBron James lui-même le dit Ouais, bien sûr. Ouais. ce mec est un problème, on peut rien faire contre lui. Et face à Minnesota, il est totalement transparent. Et c'est comme s'il était même pas sur le terrain. Ouais. En fait, C'est pas aujourd'hui, possible. quand tu regardes le top 6 à l'Ouest, enfin, si t'es Denver, contre qui t'es en confiance, en fait? Mais très peu de monde en vrai. Bah, personne, hein. Les Warriors c'est un très mauvais match-up pour eux, les Warriors, parce qu'ils n'ont pas vraiment qui que ce soit pour contrer Jokic. Ça leur convient pas, ce jeu-là.
le jeu pratiqué par les Nuggets, pour le coup, convient pas aux Warriors. Les Grizzlies, il y a peut-être un manque d'adresse extérieure qui fait que ça joue plus également en faveur des Nuggets. Mais les Rockets, faut voir, parce que défensivement, les Rockets, c'est très sérieux. Et ils ont surtout la dimension physique, comme les Timberwolves, par exemple, Ah oui, clairement, que oui. je citais tout à l'heure. Donc là, c'est très vite problématique pour les Nuggets. Lakers Thunder, je pense que très sincèrement, t'as un duel comme ça en playoff demain, j'ai du mal à mettre les Nuggets favoris de ces rencontres-là, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je Ouais, dis c'est pas que je le ferai pas, je dis que j'aurais du mal à le faire. mais euh, mais là, à l'heure qu'il est, défensivement, c'est pas possible. non, Tu peux pas être à ce niveau défensif et avoir des vraies ambitions. C'est non mais impossible. C'est impossible. non mais je te dis défensivement, mais pas que. Enfin, vraiment, Non, non, je mais comprends pas ce qui se passe dans cette rien qu'à équipe. commener par ça déjà. Ouais, mais Et tu vois comme tu dis, le côté il y a ça. apathique. Oui, voilà, ouais. Le côté Manque apathique qu'ils sont d'énergie. capables d'avoir, ouais, Ouais. exactement. Ouais, ouais, c'est ça. C'est vraiment un manque d'énergie en fait. De temps en temps, on a vraiment l'impression que cette équipe, Mais c'est quoi? C'est de l'arrogance, c'est de la suffisance, c'est on a été champion, on sait, on connaît le métier, tout ça. Tu penses que c'est quoi, toi? Bah, déjà défensivement, je pense qu'il y a un problème de coaching staff, vraiment, hein. Je pense que je suis désolé, mais je pense que tu peux quand même faire mieux avec le matériel que tu as à disposition. Et moi, c'est pas la première fois qu'on en parle. Mike Malone, c'est quand même un coach sur lequel j'ai des gros doutes. Et ensuite, pour ce côté apathique, honnêtement, je sais pas. En fait, je suis incapable de même mettre une théorie parce que je trouve que ça correspond quand même pas au caractère des joueurs qu'on connaît. Je sais pas, franchement, je peux pas te dire, j'ai même pas de théorie en fait, juste je comprends pas. Est-ce que tout simplement on n'est pas sur une fin de cycle quoi, une Oui, fin de bien sûr. cycle du coaching staff, mais pas que de cet effectif aussi. Est-ce qu'il faut Mhm. pas vraiment renouveler ce qu'il y a autour de Jokic, quitte à garder Murray et juste à reconstruire autour de Jokic, Murray et Brown? Je sais pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est que là il y a un vrai problème. J'écoutais le podcast Lockdown Nuggets où c'est des journalistes c'est Andy Bailey, Matt Moore, Swipa pour ceux qui connaissent un peu sur les réseaux. Ces gars-là, c'est des gars qui suivent à fond le Bailey. Il est beat writer. Il est dans les vestiaires, tout ça. Et c'est ce qu'ils expliquaient. Eux aussi sont manifestement au bout du rouleau concernant cette équipe. C'est-à-dire que avant le All-Star Game, t'as l'impression qu'ils sont irrésistibles, et puis maintenant, t'as l'impression que c'est la pire équipe qui soit. Je pense que la vérité, elle se situe dans un entre-deux, euh, qui me fait dire que c'est pas une équipe sérieuse pour remporter le titre. Il y a pas vraiment de certitude. Le seul, le seul truc qu'on peut dire après concernant une équipe comme ça, c'est qu'elle a été championne. Les joueurs principaux qui constituent cet effectif ont participé à cette campagne de playoff où ils sont allés au bout. Donc, il y a toujours cette possibilité de se dire, OK, c'est pas totalement inconcevable. Mais dans le podcast le NBA Lockdown Nuggets, la question se pose, c'est de dire, est-ce que une éventuelle élimination au premier tour ou même au second tour, c'est-à-dire encore une sortie en playoff pour Nikola Jokic, alors que le gars, ça fait 5 ans qu'il est en train de faire des scores pas possibles, est-ce que c'est le moment où le front office se dit, bon, va falloir qu'on arrête va falloir qu'on change notre façon de faire, en fait. Ah bah j'espère, oui, il le faut. Honnêtement, si ça n'arrive pas, Et dans je ces cas-là, qui ce c'est serait qui part? triste. Qui c'est qui part? Qui c'est qui reste? Et toutes ces questions-là, elles vont être compliquées. Alors, nous, derrière notre micro aujourd'hui, maintenant tout ça, ouais, y a pas d'affect, il y a rien de personnel, il y a rien de. Mais pour le front office et pour les joueurs de l'effectif, je pense que ça peut être, voilà, il va falloir avoir des conversations très inconfortables à Oui, un mais moment ou à un autre, quoi. c'est important de les Hmm. avoir. Et pour moi, quel changement tu fais? Bah, tu commences déjà par renouveler le coaching staff, et ensuite, en fonction de l'identité de jeu que le nouveau coach veut mettre en place, tu fais le recrutement. Mais c'est clair il faut absolument donner une vraie direction stratégique à cette équipe. Ouais, mais tu fais un recrutement, mais Charlie, on n'est pas les Lakers. Les Nuggets, ils bougent pas des pièces comme ça en deux temps, trois mouvements.
faire des transferts et ainsi de suite, c'est beaucoup plus compliqué pour une équipe comme les Nuggets que pour les Lakers. Allez, oui, d'accord. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, C'est c'est vrai. vrai, c'est Oui, vrai, Charlie. Je dis oui. pas ça, je dis pas ça avec malice. Je dis juste que les Nuggets, il y a aussi ça dans leur façon je pense, de percevoir un changement brutal de direction. Il y a cette dimension-là, et je pense pas que ça soit forcément la stratégie à suivre pour une franchise comme les Nuggets. Alors, En revanche, c'est enfin, si demain tu décides de te débarrasser de Murray, quel impact ça va avoir? Michael Porter Jr., tu récupères qui? Quel profil? Quel genre de joueur tu veux récupérer? Et quel genre de joueur tu peux récupérer? non mais C'est aussi ça, tu en vois. fait, moi, le problème que j'ai avec ce que tu dis, je suis d'accord avec ce que tu dis. Le problème que j'ai avec ce que tu dis, c'est que c'est les arguments qui poussent cette franchise à l'immobilisme depuis des C'est années. Et en vrai. fait, moi, j'en ai marre. Je suis désolé, mais j'en ai Hmm, marre de voir un mec comme Jokic gâcher ses meilleures saisons, je suis d'accord. justement parce que on a tout ce narratif autour de ah oui, mais tu comprends, ils vont être super tristes de perdre Jamal Murray et ça va être difficile de le remplacer, etc., etc. Ok, d'accord. Mais en fait, là, on ne parle pas d'une équipe qui arrive en playoff en étant un des principaux contenders en fait. Aujourd'hui, tu perds quoi en fait? Si tu prends un risque et que ça échoue, qu'est-ce que tu perds? Tu perds une demi-finale de conférence? Bah, je suis désolé, mais on s'en fout en fait, quoi. On s'en fout. Quand Ouais, t'es Nikola complètement. Jokic aujourd'hui, c'est le titre ou rien, c'est tout. Voilà. Et en plus, au-delà de ça, pour aller dans ton sens, si je vais dans la direction de ce que tu dis, t'as Nikola Jokic, quoi qu'il arrive. Eh Et oui, Nikola Jokic, il est capable de rendre, d'élever n'importe quel joueur autour de lui, tout à fait. euh, quoi qu'il en soit. Je veux dire, si tu gardes Jokic et que tu gardes Gordon, parce que je pense que Gordon, c'est vraiment, en termes de complémentarité, le joueur absolu qu'il faut garder avec Jokic, et notamment sa capacité à défendre toutes les positions, quasiment. Gordon, c'est un des rares joueurs en NBA qui peut vraiment défendre sur un meneur et sur un pivot, du poste 1 à 5 sans aucune difficulté, encore aujourd'hui. Il est indispensable de cette manière-là. Jamal Murray, je pense pas qu'il soit irremplaçable. Ouais, je suis d'accord. Ah oui, non, mais pour moi, je Et suis. j'ai bien conscience en disant ça de tous les exploits que Jamal Murray a fait en playoff Murray, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais là aujourd'hui, le parcours de 2023, ça semble plus être l'exception que la règle. Et Tout à il fait. est quand même souvent régulièrement blessé, ce joueur. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu gardes foi en Jamal Murray et tu te dis, bon, un jour peut-être qu'il se débarrassera enfin de ses blessures, ou pas? Est-ce que Ah, tu moi, non. oses? Est-ce que Ah oui, tu non. oses un truc? Ah bon, moi, j'ose tout à fait un truc avec Murray, hein. Moi, Mhm. je pense que vraiment et puis, en fait, si tu veux, moi j'entends tout à fait l'histoire de les Nuggets ne sont pas les Lakers, c'est plus compliqué de recruter. Ça ne t'interdit pas de bien bosser. Et quand tu regardes les Lakers aujourd'hui et que tu vois par exemple que bah, Austin Reeves est en train de devenir une troisième option quand même extrêmement solide, Ouais, complètement. que le mec est un joueur non drafté qui sort de nulle part, qui est payé 12 millions la saison ou 13 millions, je sais plus. Enfin, tu vois, t'as aussi le droit d'avoir des trouvailles comme ça en fait. Ces Mhm. dernières saisons, les Lakers, ils ont pas que brillé par le recrutement. Caruso aussi, c'est un mec qui est non drafté et qui déboule aux Lakers, tu vois. Enfin, il y a aussi pour une équipe comme Denver la possibilité de bien bosser. C'est pas interdit. Très sincèrement, je pense pas que Jamal Murray partirait. Ah, c'est sûr que non. Moi, j'y crois pas une seconde. Voilà. Par contre, Michael Porter Jr., je pense que c'est le joueur qu'il faut absolument envisager de faire partir. Clairement. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas avoir quatre joueurs comme ont les Nuggets qui te privent d'une profondeur de banc, qui te privent d'une rotation adéquate avec des vétérans sur lesquels tu peux compter, sur lesquels tu vas pouvoir compter sérieusement en playoff, et pas des joueurs où Julian Strother, il faisait une belle saison, mais est-ce que tu vas pouvoir compter sur lui en playoff? Est-ce que c'est normal, enfin, est-ce que c'est souhaitable de compter sur un joueur de deuxième année pour jouer des minutes décisives en playoff? Non. Non. Non, mais au moins, tu veux qu'il joue en Euh, playoff pour lui donner de l'expérience et voir, hmm. voir dans les prochaines saisons ce qu'il peut apporter, quoi. Le développement de Christian Brown est une bénédiction pour Denver. C'est incroyable ce que fait ce joueur. Pour moi, c'est le most improved player of the year. Pour moi, il y a même pas de débat que c'est Christian Brown et personne d'autre, clairement. Hein. Le gars, il est devenu, c'était un role player défensif et vas-y, tu nous mets de temps en temps un petit corner à 3 points. Et t'as vu ce qu'il fait sur le terrain aujourd'hui? Ouais, C'est non, mais devenu une impressionnant. pièce absolument décisive de l'histoire, quoi.
sans lui, ça joue pas du tout pareil. Ouais, Donc, ouais, non, mais effectivement, Porter Junior aujourd'hui fait figure de candidat idéal au départ, d'autant plus que sa cote doit être quand même plutôt bonne. Il nous fait encore une saison à 18 points, à 40% à 3 points. Bon, bah, en théorie, c'est un profil qui doit pouvoir susciter quelques intérêts sur le marché. il est atrocement efficace au tir et ça paraît être complètement fou de prendre cette décision. Mais j'ai envie de dire que je l'ai trop vu, Michael Porter Jr., être absent dans les moments où j'avais envie et où il avait potentiellement l'opportunité de se dire vous inquiétez pas, je suis là et je vais prendre les choses en main offensivement, tu vois. Oui, non, Rien mais que ça. en fait, Rien que ça. c'est surtout que si t'es Denver, et que je suis désolé, mais d'une manière ou d'une autre, t'es obligé de bouger. En fait, c'est Porter Junior que tu dois bouger parce que il a un contrat qui est plus acceptable que celui de Jamal Murray, il a un profil qui est plus intéressant sur le marché, donc de toute façon, pour moi, c'est clair et net que ce sera Porter Junior qui sera la première pièce à bouger. On verra. En tout cas, je suis très très peu confiant sur la suite des événements. Très sincèrement, la défaite face aux Wizards, là, tout ça, là, ça m'a Ah, flingué. ça t'a mis C'est chafouin. ah mais c'est inadmissible. C'est inadmissible de perdre des matchs comme ça. Et surtout la manière, comme tu dis exactement, l'espèce de léthargie, de comportement sur le terrain, le body language, là, laisse tomber, quoi. Il m'énerve tellement tous, là. Je, alors peut-être que je suis prisonnier du moment, mais là, quand je vois, pour le coup, on va parler un peu des Lakers quand même, quand je vois les Lakers de leur côté qui sont aujourd'hui parmi les meilleurs la meilleure défense, enfin une des meilleures défenses de la ligue, euh, qui ne peuvent que progresser offensivement une fois qu'ils auront tout le monde de retour et qu'ils vont apprendre sur le tas à, à jouer ensemble. Je veux dire, aujourd'hui, qui a envie de rencontrer cette équipe-là et c'est là où Luka Doncic rentre en ligne de compte. Luka Doncic, une fois qu'il est sur le terrain, dans ton équipe, tu peux gagner n'importe quoi, n'importe quel match est à ta portée. Et Ouais. sur un malentendu, tu peux en gagner 4. Mais Non, très bah oui, clairement, oui, ce oui, gars est un oui. joyau absolu. Ah oui, non, mais tout à fait, tout à fait. Et effectivement, les Lakers montrent des choses qui sont intéressantes. Depuis le All-Star Game, ils sont cinquième meilleure défense. Alors, ok, depuis la blessure de LeBron, il y a un peu plus de difficultés qu'avant, mais il y a quand même énormément de choses qui sont très positives. Moi, j'ai cité Austin Reeves. Austin Reeves, on sent que quand il n'y a pas et LeBron et Luka Doncic à côté de lui, il se régale en fait. Ce mec-là, il a besoin d'avoir le ballon en main. C'est dans cette configuration-là qu'il brille le plus. Il a une panoplie offensive qui est hyper impressionnante et à chaque fois qu'il a dû assumer ses responsabilités cette saison, il a joué à un niveau qui est All-Star. Enfin, Ah, mais tu sais à qui il me fait penser? Il me fait penser à Manu Ginobili parfois sur le terrain. ouais, bah ouais, Dans sa façon de se déplacer, dans sa façon de lire le jeu, dans sa façon de dribbler, tout ça. Il me fait penser à Ginobili, c'est fou. ouais, mais je comprends tout à fait pourquoi. Et il y a plein de comparaisons flatteuses qui surgissent un peu là sur les réseaux sociaux. Ah, c'est incroyable. Il a un rapport qualité-prix, ce mec. Il touche 13 millions cette saison, 14 millions la saison C'est prochaine. Il complètement joue comme un fou. All-Star, quoi. Ah, mais largement, mais Quel plaisir. c'est un excellent créateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Lakers ont 3 créateurs euh, au plus haut niveau enfin, ils sont parmi les meilleurs créateurs de la ligue, très clairement. Ouais. Deux à coup sûr, Reeves très bien aussi. Voilà, et c'est fou, et c'est fou, et c'est fou, je te dis, la transformation du jeu. Quand t'entends Austin Reeves parler de la présence de Luka Doncic et comment il fait tout le temps les bonnes lectures, comment il attire tellement les défenses à lui que bah, tout le reste est ouvert en fait. Et que la plupart du temps, lui, il dit, moi quand je récupère le ballon, eh ben, je me retrouve à jouer à 4 contre 3. Ouais. Enfin, ou à 3 contre 2. Enfin, j'ai de l'espace, on est en position de force parce que Luka Doncic a fait ce qu'il fallait, quoi. Non, mais c'est clair que
En fait, bon, il faut aussi un peu, il faut pas trop s'emballer parce qu'il y a un peu un côté honeymoon, tu vois. Ils sont un peu tous en lune de miel, tout le monde est trop content de jouer. T'écoutes Jackson Hayes qui parle de Luka Doncic, et le mec il est en train de découvrir un nouveau sport quasiment en fait en jouant avec Doncic. Pareil, Doncic il a l'air d'être ravi pour l'instant de tout ce qui se passe. Bon, on va attendre de voir aussi un peu comment ça se passe dans les périodes plus compliquées, mais ce qui est clair c'est que les Lakers aujourd'hui, ils montrent des choses qui sont hyper intéressantes et ils montrent des choses qui sont hyper intéressantes parce que il y a eu l'arrivée de Luka Doncic, mais aussi parce que JJ Redick a tout de suite compris comment utiliser Luka Doncic, comment faire Mhm. fonctionner ce groupe de joueurs. Et ouais, honnêtement, moi j'ai vraiment qu'une seule hâte là, c'est d'être au playoff. J'ai envie de voir cette équipe en playoff. J'ai envie évidemment de voir le retour de LeBron et Hachimura, mais j'ai envie de voir comment cette équipe elle s'en sort en playoff. Ouais. Et quand t'écoutes JJ Redick, il joue enfin le basket qu'il voulait imposer aux Lakers. Ouais. C'est ce jeu-là, un jeu tourné vers le tir à 3 points, du moins où tu génères des ouvertures et où tu as des shooters autour de LeBron James, quoi. Et c'est exactement ce qu'on a toujours dit, toi et moi, concernant le jeu de LeBron. LeBron n'est jamais aussi fort que quand il est entouré de shooters et des mecs qui sont capables de tirer. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ah bah Jackson clairement, ouais, Hayes, tu vois. c'est peut-être l'exemple le plus colossal de l'impact de Luka Doncic sur ses coéquipiers, quoi. Et je dis ça, Jackson Hayes, tu le vois sur le short roll ou sur sa lecture de jeu. Alors il fait des lectures simples, mais il fait les bonnes passes. Il comprend, il est loin d'être bête. Jackson Hayes, il sait exactement quoi faire, comment le faire et quand le faire. Enfin, il est épatant de pertinence dans son jeu. C'est fou. Et puis après, voilà, t'as Darian Finney-Smith, Hashimura, Gabe Vincent dont t'as déjà parlé l'autre fois. Euh, c'est des joueurs sérieux, tout ça. Ouais, ouais, c'est que oui, oui, tout à fait, c'est des joueurs sérieux et qui sont. Tu vois, un mec comme Jackson Hayes, Goodwin, c'est une il est jeune, quoi. sacrée pioche. Ouais. Ouais, il y a plein de mecs jeunes qui ont encore une marge de progression et ouais, moi je te dis, je suis assez, je trouve que c'est une période qui est assez enthousiasmante quand t'es un fan des Lakers. Et alors, tu vas me dire, évidemment, vous venez de récupérer Luka Doncic, etc. Mais même au-delà de ça, je trouve vraiment que JJ Redick, il est en train d'insuffler quelque chose de vraiment intéressant dans cette franchise. Ouais, mais Charlie, tout ça n'arrive pas sans Luka Doncic au premier abord. Non, c'est pas vrai, je suis pas d'accord. Tu joues pas de la même façon avec Anthony Davis dans ton effectif, Charles. Non mais d'accord, mais on n'a pas attendu l'arrivée de Luka Doncic pour dire que JJ Redick faisait une première saison remarquable aux Lakers. Donc je suis pas d'accord avec toi. Non, alors, L'enthousiasme qui entoure JJ Redick n'est pas dû à l'arrivée de Luka Doncic. Ça, je suis pas d'accord. je parle pas du bilan général de JJ Redick en position de coach. Je parle de ce qu'il est en train de réussir à faire là. Enfin, je veux dire, les Lakers avant l'arrivée de Luka Doncic, on n'était pas en train d'en parler comme un potentiel prétendant au titre. Non, Si, non, oui, non, non, je suis d'accord. Non, non, ça d'accord. Oui, oui, ok. ça a totalement changé la dimension du truc. Tout à fait. Donc moi, c'est ça que je veux dire. Et forcément, JJ Redick, tout d'un coup, c'est ce que je voulais dire. Je fais pas un bilan de son exercice sur le banc des Lakers, Hmm. qui a toujours été très bon, avec les moyens qu'il avait. Je dis qu'aujourd'hui, tu sens, quand tu l'écoutes parler, tu réalises il est en train de faire enfin, que lui, c'est un rêve devenu réalité, quoi. Ah oui, C'est-à-dire non, bah lui, c'est il clair. joue enfin le basket idéal selon lui. Qui voulait mettre en place. Ouais, ouais, non, mais ça, je suis Voilà, d'accord. ça, Effectivement, là, voilà, qui il est au paradis, là. correspond exactement à sa philosophie. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Oui, non, mais ça, Non, mais là-dessus, je suis j'ai du d'accord. mal à le sortir. Je suis un peu lent. Mais voilà. Ouais, bah Donc ouais. écoute. Mais en tout cas, vivement les playoffs. Hein. L'Ouest, là, Vous nous faites suer. ça va être un régal. Hein. Mais tu dis ça, on vient de dire que les Nuggets allaient se croûter. Toi, tu dis les playoffs, ça va être un régal parce que t'as hâte de nous voir mourir. C'est Mais pour non, ça. mais en fait, en fait, regarde le tableau du top 6 et imagine, mets-toi juste là 2 secondes dans la situation de devoir faire les previews et de devoir pronostiquer ces séries. Moi, c'est pour ça que j'ai trop hâte de ces playoffs, en fait. C'est que, en fait, il y a quand même un monde où tout le monde, quasiment, peut battre tout le monde dans le top 6, quoi. Et ça, je trouve que c'est génial. Imagine. Putain, qui va sortir dans le dernier quart de l'Ouest. Là, en ce moment, dans le
Entre la 7 et la 10e place, 7e et 10e place, tu as les Clippers, les Timberwolves, les Kings, les Suns. Qui c'est qui sort dans cette histoire? Bah, déjà, ceux qui viennent de sortir, c'est les Mavs, ça c'est sûr, hein. Mais ouais, qui sort du play-in, tu veux dire? Ah, c'est Ouais, enfin, qui c'est qui va morfler dans cette histoire? Je pense que les Kings, j'ai du mal à les voir, j'ai du mal à les voir aller au bout. bon, Kings et Suns, moi j'ai du mal à voir aller Ouais, au les Suns aussi, ouais. la Bah, les Suns, logique. c'est sûr que s'ils rencontrent les Timberwolves, par exemple, c'est mort, quoi. Par contre, s'ils jouent contre les Clippers, mais les Clippers face aux Timberwolves, ça va pas être simple. Non, ça va pas être simple du tout, non. Ça va pas être simple du tout, cette rencontre. Bah, pour moi, la Parce que logique, ce les... serait que les Clippers et les Wolves sortent du play-in, tu vois, mais on n'y est pas Ouais. encore, hein. C'est ça qui est terrible aussi, c'est on n'est pas du tout à l'abri qu'une de ces équipes ait une blessure importante d'ici la fin de saison. Il faut croiser les doigts pour que Waouh. tout le monde soit en bonne Ouais. santé. Mais pour moi, si tout Suns... le monde est en bonne Ouais. santé, que les Clippers et Wolves sortent du play-in, oui. Suns Kings, je pense que les Suns peuvent s'en sortir. Ah, tu crois? Je sais pas, oui, parce que je sais pas, j'ai pas confiance en Zach LaVine, tout ça là. Mais je sais pas, j'en sais T'as rien. confiance en Bradley Beal, du coup. Ouais, non, 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 j'ai plus confiance en Booker et Durant Je que comprends. en LaVine Ouais, ouais, je comprends tout à et fait. de Rosanne, mais je sais pas. Après, j'ai pas envie de faire du Kings bashing parce que je suis triste pour cette équipe qui avait plein d'espoir il y a quelques temps de ça, et puis là, c'est un peu la dégringolade, quoi. Mais admettons, t'as un Suns Timberwolves, si Timberwolves perdent contre les Clippers. Suns Timberwolves, j'annonce les Wolves. Par contre, si les Clippers perdent contre les Minnesota, que Minnesota est qualifié et qu'ensuite c'est la dernière place entre les Clippers et les Suns, admettons, ou même Clippers Kings, là tout d'un coup, ça devient autre chose, quoi. Moi, je mets les Clippers quand même. Ouais, ouais, Je mais trouve l'équipe plus cohérente, mieux coachée, ouais. tu vois. Ah, c'est sûr que les Suns ne donnent pas de, ne donnent aucune garantie sur. Bah non, c'est ça. C'est tellement vide de sens leur équipe que c'est sûr. Non, et puis même, je trouverais ça pas juste qu'ils jouent les playoffs, les Suns, ils méritent pas. Ouais. Je suis désolé, hein, ça fait un peu comme Alors un que les hater, hein. Clippers, pour le coup, oui, quoi. Bah en vrai, oui, 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 oui. Mm. Et puis j'ai hâte de voir Julius Randle en playoff à Minnesota aussi. Alors ça, mon gars, c'est un truc que j'attends tellement avec impatience. No comment. Allez, on va parler des Pistons et des Détroit, qui n'ont plus gagné une série de playoffs depuis 2008. À l'époque, il y avait Chauncey Billups, Rashid Wallace et Rip Hamilton dans l'effectif. La saison passée, ils ont terminé avec le pire bilan de la NBA, 14 victoires, 68 défaites, égalant au passage le record de 28 défaites consécutives dans une saison. L'arrivée de Trajan Langdon au poste de président des opérations basket et le limogeage de Monty Williams, qui avait encore 65 millions de dollars garantis sur son contrat, pour le remplacer avec JB Bickerstaff, qui lui a été licencié de Cleveland, aura été le premier pas dans la bonne direction pour la franchise. Personne n'avait été impressionné par le recrutement des vétérans que sont Tobias Harris, Tim Hardaway Jr., Malik Beasley, si ce n'est que leur profil de joueurs capables de shooter de loin allait probablement permettre à Kate Cunningham, du moins c'était l'espoir, d'avoir plus d'espace sur le parquet pour exprimer son jeu. Et là, le résultat est vraiment bluffant. On en a déjà parlé, toi et moi, en janvier, il me semble. Là, on est à un mois des playoffs et Détroit est solidement attaché à la 6e place qualificative pour les phases finales. Si tu regardes un peu plus le classement, tu pourrais même te dire que c'est pas complètement impossible qu'ils montent quasi à la 4e place, c'est pas totalement exclu. Chez les Pistons, ça joue bien, ça joue dur. Il se dégage sur tout cet effectif une force collective qui pourrait être à l'origine d'une surprise en playoff. Ces projections du site ESPN annoncent 33% de chances pour les Pistons de remporter un premier tour de playoff cette année. Charles, est-ce que tu es surpris de voir les Pistons à un tel niveau de constance? Parce que quand on en avait parlé en janvier, moi c'était ça que je m'étais dit, c'est est-ce que c'est pas un peu le mirage? Et tu sais, des fois tu as des équipes comme ça, ils ont des bonnes phases, c'est prometteur, mais elles se cassent un peu la figure parce que tout ne tient pas en place. Là, c'est en train de prendre vraiment forme à Détroit et je suis assez surpris par ça. Est-ce que tu l'es? Ouais, je pense que c'est impossible de pas être surpris. La différence entre la saison dernière et cette saison, elle est tellement spectaculaire que c'est remarquable. Pour moi, ils sont très clairement à la lutte pour la 4e place, ouais, avec les Pacers et les Bucks.
y a pas vraiment d'écart et ça fait hyper plaisir. C'est une franchise historique, on n'a pas envie de voir cette équipe végéter dans les bas-fonds, on veut les voir à la bagarre en haut de la conférence Est, comme ça commence à être le cas. Et ouais, ils font un mois de février qui est remarquable, notamment 9 victoires, 3 défaites, il me semble. Alors, ils ont pas eu le calendrier le plus compliqué, mais dans le lot, ils tapent quand même Boston. Euh, il me semble que, pour parler un peu des stats, c'est la neuvième meilleure défense de la saison au global, mais surtout depuis le All-Star Game, il me semble bien que c'est le meilleur defensive rating de la ligue, le Ouais, quatrième ouais, ouais. meilleur net rating. Derrière, attention, derrière le Thunder, les Warriors et les Cavs, donc autant te Ouais, ils dire sont que, devant Boston ouais, sur cette période. c'est fou. Et ouais, bien sûr, c'est trop bien. Tu as parlé des changements qu'ils ont fait à l'intersaison. Ils ont amené des profils qui sont évidemment beaucoup plus compatibles avec Cade Cunningham, qui est la pierre angulaire de ce projet. En attaque, c'est une équipe qui cavale, ça va vite en transition. Il y a peu de tirs extérieurs. Je pense que c'est une des équipes de la ligue qui en prend le moins avec le Magic, mais collectivement, ça fonctionne super bien. Chacun sait quel est son boulot sur le parquet. Quand tu vois un mec comme Jalen Duren, par exemple, ces dernières saisons, on avait parfois un peu des doutes sur son QI basket, sur sa compréhension de la défense, etc. Là, il a l'air d'être beaucoup plus à l'aise qu'il l'a jamais été. Alors, c'est pas spectaculaire d'un point de vue statistique, mais n'empêche que dans le jeu, il apporte beaucoup plus. Et là, on est obligé de rendre hommage au boulot de Bickerstaff. On avait déjà vu du Ouais. côté de Cleveland qu'il était très bon pour poser les bases, faire progresser les jeunes, etc., etc. Bah là, bravo, bravo pour ce qui est en train d'être créé, mais aussi bravo au front office. T'as parlé des différentes arrivées qu'il y a eu cet été, mais même en cours de saison, hein, l'arrivée d'un mec comme Schroeder, elle fait sens pour récupérer de la création. Donc ouais, coup de chapeau, et puis il faut rappeler que tout ça se fait sans Jaden Ivey, qui faisait un très bon début de saison avant de se blesser début janvier, et il me semble qu'on ne va pas le revoir avant la saison prochaine. Non, non, tout à fait, ouais. Ouais, c'est ça, hein, j'ai pas loupé d'infos à ce niveau-là, donc ouais, c'est hyper intéressant de voir ça, ça fait plaisir aussi. Et puis moi, ce qui m'impressionne vraiment sur le cas Cade Cunningham, c'est à quel point il a évolué dans ses attitudes sur le parquet. Il a l'air d'être tellement en maîtrise dans son rôle de leader de cette équipe. Il a vraiment je trouve qu'il a pris en épaisseur et dans le sens propre, parce que déjà sur le parquet, il encaisse beaucoup mieux les chocs, même si physiquement, il n'y a pas une différence qui est flagrante. Mais c'est vrai que la saison dernière, il souffrait beaucoup physiquement en pénétration, par exemple, et même au sens figuré, dans son approche de son rôle de franchise player, il a vraiment pris une autre dimension, je trouve. Et voilà, et moi, il a ce profil de joueur que j'aime beaucoup, qui rend les autres meilleurs. Quand tu vois les Malik Beasley, les Osar Thompson, les Jalen Duren, tous ces mecs-là profitent de la progression de Cade Cunningham, et ça fait plaisir. Ouais, complètement, ouais. Cette équipe est vraiment épatante dans la progression. Cette incroyable efficacité défensive, c'est ce qui nourrit beaucoup de choses aujourd'hui chez eux. Notamment le fait qu'ils c'est une des meilleures équipes de la ligue désormais en attaque, Incroyable. en contre-attaque, enfin, sur les points inscrits en contre-attaque, sur l'attaque rapide, sur la défense du cercle aussi. Isaiah Stewart a fait d'énormes, enfin aujourd'hui est un des meilleurs intérieurs en termes de défense, et c'est le pivot remplaçant derrière Jalen Duren. Si tu regardes également sur la composition de cet effectif, c'est que des jeunes talents. L'avenir est radieux. Cunningham, il a 23 ans. Jalen Duren a 21 ans. Ozar Thompson, il a 22 ans. Jaden Ivey a 23 ans. Taron Holland qui a 19 ans. Stewart, Je veux 23. dire, cette équipe, elle est vraiment épatante dans ce qu'elle est en train de réussir à faire et dans ce qu'elle est en train de réussir à consolider. Moi, c'est ça qui m'impressionne le plus, en fait. C'est que ce mix entre vétérans et jeunes joueurs, et tu sais très bien que c'est un truc que j'aime beaucoup, pour moi, c'est un signe pertinent d'une équipe qui est bien bâtie. C'est quand tu as ce bon équilibre entre des vétérans et des jeunes talents. Après, le moteur de ta franchise est un meneur de 23 ans, Cunningham, c'est plus compliqué. Mais là, force est de constater qu'ils arrivent à jouer, à exploiter leurs forces, en fait. Notamment, par exemple, Ozar Thompson, où bah, voilà, le mec sait pas shooter à 3 points, mais si tu lui laisses 2 mètres devant toi, bah, il va te prendre de vitesse et il va venir te dunker sur la face, quoi. Ouais, les deux, C'est, là, les jumeaux Thompson, non, physiquement, mais ils sont, c'est oh là ouais, là là là, c'est des bonheurs, c'est des monstres physiques, ces ouais, deux c'est gars-là, quoi. impressionnant. Alors après, toi, Détroit,
ils sont pas exempts d'avoir des problèmes. Ils font beaucoup trop de fautes, ils perdent beaucoup de ballons. Je crois qu'ils sont à 10 victoires, 20 défaites contre les équipes qui ont 50% de victoires ou plus. Donc, partir sur le fait de dire, attends, ils sont pire record de la ligue et puis tout d'un coup, ils vont aller remporter une série de playoffs. Je pense qu'il faut potentiellement un peu se calmer en termes des attentes concrètes qu'on a sur cette équipe-là. Mais aujourd'hui, si tu les regardes jouer, c'est fabuleux, quoi. Le collectif, et comme tu dis, il y a un moment, il va falloir qu'on applaudisse des deux mains JB Bickerstaff. Est-ce que c'est pas... je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on doit parler de ce gars-là dans la conversation du coach de l'année? Tu pars avec une équipe qui a remporté 14 victoires et tout d'un coup, tu es là et t'accroches une place en playoff automatique. Enfin, je veux dire... Le problème, c'est qu'il y a trop de candidats pour le c'est coach fou. de l'année. Là. Ouais. Non, mais c'est sûr, mais bon, c'est complètement fou en Mais fait oui, comme truc. effectivement, mentionner son nom est évident. En, Ouais, je suis d'accord. en vrai, en termes de coaching, je trouve ça potentiellement plus impressionnant ce qu'il fait que ce qu'a fait son remplaçant à Cleveland. Ah, je sais pas. Ouais, je sais pas non plus. À Cleveland, ça commence à perdre un peu des matchs là. Oui, bon, oui, d'accord. Ah, comment il s'appelle son remplaçant? Son nom, j'ai Atkinson. perdu son. Voilà, Atkinson. Non, mais écoute, c'est clair qu'on va pas s'enflammer. Ça reste une équipe qui est très jeune. Hein. C'est une des 5 plus jeunes équipes de la ligue. Alors bon, tu me diras, le problème c'est que cette stat, elle inclut une équipe comme le Thunder qui fausse un peu tout. Mais c'est clair que voilà, Cunningham, il a que 23 ans, il a jamais connu les playoffs. Tout le young core de cette équipe n'a jamais connu les playoffs. En plus, moi, je vais rajouter un truc, c'est quand même que Bickerstaff, son coaching en playoffs, moi, j'ai jamais été pleinement convaincu. Je pense aussi que C'est sûr. c'est une équipe. T'as parlé des fautes, t'as parlé des pertes de balles et tout. Je pense que sur demi-terrain, ils vont avoir des difficultés, surtout face à des bonnes défenses qui vont bloquer Cunningham. Mais en fait, c'est pas ça l'important. Là, ce qui compte, c'est d'y mettre les pieds en playoff, c'est de prendre de l'expérience, Exactement, ouais. de voir quels sont les profils sur lesquels tu peux t'appuyer pour continuer à construire une équipe ambitieuse. Parce qu'il y a aussi ça, c'est que là, on a parlé des role-players qui faisaient du très bon boulot. Aujourd'hui, Malik Beasley, Tim Hardaway, Dennis Schroeder, ils sont plus sous contrat la saison prochaine, il me semble. Donc il va aussi falloir bosser cet été pour continuer à donner à Kate Cunningham une équipe qui est adaptée à ses qualités et qui est suffisamment forte pour être dans le top 6 de l'Est. Parce que Kate Cunningham a 23 ans, ce qu'il fait, bah, C'est impressionnant. ouais, moi c'est très clairement un des joueurs d'avenir de cette ligue et tu veux que ce mec-là, il est à ses côtés de quoi jouer le top 6 chaque saison parce que c'est en play-off qu'on les retrouve ces joueurs-là et c'est en play-off qu'on les juge vraiment. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir comment cette équipe elle va évoluer. Tous les jeunes sont encore sous contrat. Il va falloir rapidement prolonger Ivy et Duren dont les contrats rookies se terminent en 2026. Mais franchement, il y a de quoi être optimiste pour l'avenir de cette équipe et rien que ça fait plaisir. Et comme tu l'as dit, cette expérience en playoff pour des joueurs aussi jeunes que le Inestimable. noyau dur de cette équipe est inestimable. Et ça ne peut que aller dans le bon sens. Et là, ce qui est marrant à Détroit, c'est que tout d'un coup, ils sont passés de 2 années absolument catastrophiques, mais vraiment le cauchemar absolu pour les fans, quoi. Ouais. Depuis l'arrivée de Kate Cunningham dans l'équipe, il est premier pick de draft en 2021. Et c'est que des saisons catastrophiques depuis lors, quoi. Et là, tout d'un coup, ça prend corps. D'ailleurs, il y a un magnifique portrait de Kate Cunningham sur The Ringer qui date de fin février et qui explique un petit peu la mentalité de Kate Cunningham et comment il a comment il a mal vécu tout ce qui s'est passé les saisons passées, et notamment la saison dernière, où le gars, il en dormait plus. Ça le rendait malade, toutes ces défaites et le fait qu'il était, selon lui, incapable de trouver la solution pour changer, pour inverser l'énergie, pour inverser ce qui se passait sur le terrain, pour inverser la tendance et les défaites qui s'accumulaient. Oh, franchement, c'était pas de sa faute. Hein. Ah non, c'est pas que c'est de sa faute. C'était vraiment pas de sa faute. Hein. C'est quand on retombe encore une fois et sur la dimension mentale de ce sport et sur le fait qu'aujourd'hui, quand bien même... là, ce qui est positif pour Détroit, c'est qu'ils ont ils ont déjà la base, Cunningham, Duren, Thompson, Ivy, déjà, Ron Holland aussi. Voilà, ils ont ces 5 joueurs-là
qui sont des gars sur lesquels ils vont pouvoir, autour desquels ils vont pouvoir construire. Et aujourd'hui, je pense qu'ils ont une idée bien plus claire de ce qu'il faut mettre autour de ces joueurs-là pour construire un effectif capable d'aller très loin, en vrai. Ah oui, non, mais tout à fait, c'est exactement ça. C'est juste, mais quelque part, c'est aussi normal, tu vois. C'est que tu vois que t'as beau avoir le jeune le plus talentueux du monde, bah C'est si ça, tu lui donnes pas l'équipe qui est adaptée à ses qualités, ça ne va pas fonctionner. exactement. Et là, et je veux dire, il y a plein d'équipes. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que c'est une des choses les plus dures à faire en termes de quand t'es une franchise, quand tu dois construire un effectif, c'est comment gérer tes jeunes talents et avec qui mettre autour d'eux. Et c'est ce que je disais tout à l'heure dans mon intro, c'est-à-dire que personne au début de saison ne regardait le recrutement de Tobias Harris, Tim Hardaway Jr. et Malik Beasley en disant ces trois mecs-là vont permettre à cette équipe de passer de la pire équipe de toute la ligue à une équipe sûre en playoff, quoi. Bien sûr. Non, non, mais tout à fait. Et c'est aussi pour ça que, C'est ça qui est fascinant. et c'est aussi pour ça que c'est tellement important d'être drafté dans une franchise qui bosse bien. C'est que, encore une fois, tu vois, c'est sans vouloir, sans du tout, je vais pas citer de nom, je vais pas essayer de manquer de respect à des franchises, mais on sait très bien qu'il y a des front office qui sont bien plus compétents que d'autres et qui sauront bien mieux entourer une jeune pépite que d'autres, en fait. Et c'est clair qu'aujourd'hui, c'est l'endroit où tu es drafté. C'est tellement important parce que les premières saisons d'une carrière de la carrière d'un joueur, c'est extrêmement, hein, surtout quand tu as de hautes attentes et un haut pic de draft, c'est Mm. capital. Et je pense que Tom Gores, le propriétaire, moi, j'ai été très critique de lui sur ce qu'il a voulu faire avec Monty Williams. C'était Nul. clairement, ouais, c'était clairement pas la solution, quoi. Et ça s'est vu. On peut quand même on peut quand même mettre en avant le fait qu'il a su reconnaître ses erreurs et il n'a pas eu peur de changer son fusil d'épaule et de dire, OK, je me suis trompé. On n'a pas adopté la bonne technique. Il a refondu son front office. Il a engagé des nouvelles personnes. Et manifestement, il a engagé des très bonnes personnes. Si tu écoutes les échos sur le travail de Trajan Langdon comment dire, au poste de président des opérations basket, c'est assez impressionnant. Le gars, tout le monde dit, mais ce mec, il est absolument brillant. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord. Et effectivement, ce que tu dis sur Monty Williams, c'est tout à fait vrai, hein. Il lui avait filé un tel contrat avec un salaire tellement énorme que moi je craignais effectivement que qu'il ne veuille pas le virer tout de suite. Enfin, tu vois, qu'il veuille continuer à Complètement. s'acharner, à lui donner une autre chance, etc., etc., et que ça continue à faire perdre du temps à un joueur comme Kate Cunningham. Et pas du tout. Ils ont réagi très rapidement et c'est très positif. Ouais. Mm. Vraiment très, très impressionnant cette équipe de Détroit. Et puis là, ça fait du bien de retrouver l'ambiance dans dans le stade des Pistons, de retrouver ces supporters qui sont quand même parmi les meilleurs de la ligue, quoi. Y a pas à dire, quoi. Détroit, quand ça va bien, c'est quand même fun, quoi. Ouais, bah, de Et toute façon, c'est le genre enfin, c'est le genre de franchise qu'on veut voir en haut de ouais, l'affiche, c'est sûr. les deux, trois trucs que je kiffe le plus dans cette équipe actuellement, c'est Fontecchio, Simone Fontecchio, le joueur italien, là. Je kiffe ce joueur. J'adore l'énergie qu'il a quand il marque un 3 points, ce que ça crée dans le stade, c'est un peu la mascotte, quoi. J'adore ce truc-là. Le duo Cunningham-Duren, du Jalen Duren, le mec, il a 21 ans, il a un physique, mais c'est une armoire à glace, le gars, c'est fou. Il est vraiment pas commun comme type, et je pense que ça peut vraiment devenir un excellent joueur, et il est déjà sur cette route-là, clairement. Ouais, et puis c'est déjà sa troisième saison, hein. Ouais, ouais, complètement, ouais. Non, mais il est arrivé, il avait 18 piges, le gars. Ouais, ouais, ouais. Et Ozar Thompson, comme tu l'as dit très bien, les jumeaux Thompson sont un régal absolu de cette saison 2024-2025. Je pense que c'est les deux gars qui probablement m'auront le plus marqué cette saison, quoi. Ouais, je suis d'accord. En termes de, tu sais, de joueurs qui te sautent au visage, et ils te prennent par le col et ils te disent, regarde-moi, tu vas kiffer, quoi. Ouais, mais c'est surtout, en fait, c'est surtout, C'est- c'est même pas ça, c'est, regarde-moi, tu vas kiffer pour les 10 prochaines années, quoi. ouais, c'est ça. Parce que ces deux mecs-là,
Ouais, j'ai hâte. Les confrontations entre jumeaux là pendant les 10 prochaines années, on va se régaler, je pense. En tout cas, j'ai rarement vu ça, quoi. La dimension physique de ces joueurs-là, c'est fou, quoi. Tout à fait. On va terminer le podcast en parlant de Quentin Grimes, qui au mois de mars est devenu une superstar de la NBA pour les Sixers de Philadelphie. Cette semaine, il a planté 46 points dans les dents des Rockets de Houston, qui à un moment ont même décidé de défendre sur lui en lui faisant face afin de l'empêcher d'avoir le ballon dans les moments clés de la rencontre. Ce qui est assez fou. Il n'y a pas très peu de joueurs à qui on réserve ce genre de traitement sur un terrain. Il est passé par les Knicks, puis les Pistons, où ça a été un peu gâché par les blessures, puis les Mavericks. Il est désormais à Philly. Il a 24 ans. Dans la moyenne inscrit par match, de points inscrits par match en mois de mars, il est en train de tutoyer Stephen Curry et LeBron James. Enfin, il fait partie des tout meilleurs actuellement en termes de scoring. Charlie, est-ce qu'on est face à l'éclosion d'un joueur vers les sommets ou plus à un mirage à la manière de TJ Warren dans la bulle où pendant quelques semaines, Warren, t'avais l'impression que c'était la réincarnation de Michael Jordan? On est face à quoi là? On est entre les deux, je pense. Il profite du fait que ça soit le désert, en fait, avec toutes les absences qu'on connaît, avec une équipe qui ne joue absolument plus rien. Euh, mais au-delà de ses capacités au scoring, moi, c'est un joueur dont j'apprécie le profil. Alors, qu'on soit clair, hein, sur une saison normale, je l'attends pas du tout à ce niveau-là. Mais c'est un joueur qui va t'apporter plein de choses en fait, Grimes. C'est un joueur qui va t'apporter du spacing, qui a un bon jeu sans ballon, qui est capable d'apporter de la création et ça il le montre. Il est également présent de l'autre côté du parquet en défense. Enfin, je trouve qu'il a un profil de role player qui est vraiment très intéressant. Alors ok, il a un début de carrière qui est un peu compliqué dans le sens où c'est déjà sa Ouais. quatrième franchise en 4 ans en fait. Mais ça c'est aussi le lot de plein de role players en NBA en fait qui ont pas trouvé le bon endroit au bon moment de leur carrière. Mais ouais, en ce moment, il montre à tout le monde qu'il a de très nombreuses qualités et qu'il a un profil qui peut être extrêmement précieux. Et c'est un des rares rayons de soleil dans cette saison horrible des Sixers, d'autant plus que Philadelphie a récupéré ses droits en plus, donc ils vont pouvoir éventuellement le prolonger malgré leur situation salariale catastrophique. Mais ouais, il est en feu, quoi. Il est absolument en feu et j'espère pour lui et pour Philadelphie que à cause de ça, il va pas être trop gourmand parce que là, il est en train de nous faire une contre-cure, mais de rêve, de rêve. Ah non, mais en plus, tous les chiffres sont au beau fixe. Là, tout d'un coup, il inscrit des points sans avoir besoin. Enfin, il se crée lui-même des tirs, alors qu'avant, c'était typiquement un genre de joueur qui était en catch and shoot, qui attendait à ce que un autre joueur crée une opportunité pour pouvoir prendre un tir. Tout à fait. Là, c'est pas du tout ce qui se passe aujourd'hui à Philadelphie. On est sur un petit échantillon, hein. Mais quand même, c'est pareil. On peut pas dire ah non, c'est parce qu'il a pris feu dans la ligne des 3 points. C'est pas forcément vrai. C'est pas là que son régime de tir est le plus incroyable. Euh, En revanche, il est sur quoi? C'est quoi là? Alors, j'ai mis ses stats. Il y a plus de 50% de ses tirs qui ont été donc qui ne sont pas le fruit d'une passe décisive. Alors, t'as Shai Gilgeous-Alexander, pour donner un ordre de comparaison, qui lui a 75% de ses tirs qui n'est pas issu d'une passe décisive. Mais Grimes, ça le met dans le même niveau que des joueurs comme Desmond Bain, Tyler Hero et Kobe White. Ce qui est pas mal du tout, parce que c'est pas du tout là qu'on aurait classé Quentin Grimes auparavant. C'est clair. Il est également dans le top niveau actuellement depuis qu'il est arrivé à Philadelphie les pénétrations par match. Il est à 9,3 pénétrations par match. Et il est à quasiment 61% de réussite sur ses tirs pris en pénétration. Ce qui est pas tenable parce que Shai Gilgeous-Alexander, encore lui, si tu compares un petit peu son efficacité, lui, il est à 58%. Donc ça va redescendre à des niveaux plus normaux, on va dire. Mais n'empêche que là, il se sent bien dans les pénétrations. Et si c'est quelque chose qu'il peut développer dans son jeu, c'est quelque chose qui sera utile pour le reste de sa carrière. Il a 24 ans, hein, Quentin Grimes. Et actuellement, il shoot à 70% dans la raquette, ce qui est pareil parmi l'élite absolue de la ligue. Donc là, depuis qu'il est arrivé à Philadelphie, il a diversifié son jeu comme jamais auparavant. C'est un joueur qu'on n'a jamais vu en vrai, ce qu'il est en train de faire maintenant. Et ça, c'est assez impressionnant.
Ouais, alors je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve quand même qu'il avait montré quand même des signes par exemple, de sa capacité à être utile en création. Alors attention, hein, je m'attendais pas du tout à ce qu'il Ouais, soit à ce niveau-là. Mais effectivement, oui, là, on est en train de. Mais en plus, c'est trop drôle parce que si tu te rappelles bien le moment où il déboule à Philadelphie, en fait, Philadelphie ne fait pas un trade pour le faire venir lui. Philadelphie fait un trade pour dégager le contrat de Caleb Martin pour avoir la possibilité de proposer un contrat à Yabusele l'été prochain. tout à fait. Et dans l'opération, tu te retrouves avec le rayon de soleil de ta saison en fait. Enfin, en tout cas, pas le rayon de soleil de ta saison parce qu'il y en a d'autres, mais avec un joueur Ouais. qui va poser des nouvelles questions cet été en réalité. Mais c'est pire que ça, Charlie. Parce que là, Philadelphie, ils ont pas envie de gagner. Et en fait, ils ont un joueur qui est en train d'essayer de les faire gagner tous les soirs. Et je pense qu'ils sont pas contents. Pourquoi? Parce que là, aujourd'hui, les Sixers, ils espèrent perdre un maximum de rencontres. Parce que Ouais, tous leurs pics de draft, si c'est en dehors du numéro 1 jusqu'au numéro 6, enfin, si c'est le pic de draft du 1 au 6, ils le gardent. Tout ce qui sera en dessous du 7, ça ira à Oklahoma City. ouais, après, il leur fait pas gagner beaucoup de matchs non plus, hein. Ils ont gagné 2 matchs sur les 10 derniers, quoi, tu vois. C'est pas non plus. Non, 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 c'est pas. Oui, non, mais quand tu es dans la course à la probabilité, Non, mais c'est vrai, le moindre match gagné peut au être un problème. pourcentage, Ouais, c'est vrai. on va dire que ça rentre pas forcément dans leur plan à eux, tu comprends? Ah ouais, mais c'est. Je pense qu'ils pensaient pas avoir mis la main sur un joueur comme ça, Ah, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est très sûr et certain. sincèrement. Mais c'est toute la Et ça, je trouve ça complexité du très drôle. tanking, en fait. C'est ça qui est terrible dans le tanking. C'est que tu dois trouver, tu jongles avec des joueurs qui, eux, évidemment, ont à cœur de se montrer et de tout donner pour gagner les matchs. Surtout quand ils sont dans la situation de Grimes, qui est en train de faire une contracture, vraiment. Là, il est en train de se battre pour décrocher un contrat l'année prochaine, ce mec. Et ça sera pas forcément à Philadelphie qui va signer parce que il est restricted free agent. Ça veut dire que n'importe quel contrat qui sera proposé ailleurs peut être matché par Philadelphie. Sauf que Philadelphie, il paye déjà Embiid, il paye déjà Paul George, Tyrese Maxey. Ils veulent re-signer Yabusele. Au pire, À il un peut faire moment... un sign and trade, je pense, ou un truc comme ça, hein. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Mais j'ai hâte de voir ce qui va récolter Quentin Grimes et à quel point il est capable de continuer sur cette lancée-là jusqu'à la fin de la saison, de voir comment ça va se passer. Ah, mais ça va être. Et de voir comment Nick Nurse va gérer les rotations. Ou, enfin, est-ce qu'il va y avoir la consigne de la part du front office des Sixers de dire tu me sors ce mec-là dans les 5 dernières minutes, tu le mets sur le banc, quoi. Oui, et puis Tu le laisses pas planter 40 points. et puis la grande question de est-ce qu'on est en train de voir l'éclosion d'un joueur, il a que 24 ans, hein, Grimes, Mais hein. oui. Est-ce qu'on est en train de voir son éclosion ou alors juste est-ce qu'on est en train de voir un mec qui dans 2 ou 3 ans, quand on évoquera les pires contrats de la ligue, on parlera du contrat de Grimes, tu vois, c'est la question. Moi j'ai Ouais, envie d'y croire, tu vois, moi j'ai vraiment envie de croire que là il est juste au bon endroit pour exprimer son talent et qu'il va être un role player important pour une équipe dans les saisons qui viennent. il faut jamais oublier qu'une carrière NBA, et c'est pour ça que je voulais parler de Quentin Grimes, une carrière NBA, c'est jamais une ligne droite, c'est jamais un modèle à suivre. Non. Et si tu rentres pas dans le moule, c'est mort. Pas du tout. Tout à l'heure, on parlait des Pistons, et c'est un joueur qui m'a toujours fasciné par son parcours, c'est Chauncey Billups. Chauncey Billups, c'était ça, c'était un journeyman, Chauncey Billups, au début de sa carrière. Il a été transféré, personne ne voulait trop de lui, et puis tout d'un coup, il arrive à Détroit. Personne n'attendait rien de ce type-là. Et c'est devenu le MVP des finales en 2004 et ça a été c'est un des joueurs les plus légendaires de la franchise des Pistons qui ne manque pas de joueurs légendaires, quoi. Tout à fait. Et t'as d'autres joueurs comme ça. Alors là, je les ai pas en tête, mais Non mais oui, le bon contexte, c'est extrêmement important. exactement. C'est Et clair. des joueurs qui, comme tu le dis, t'es arrivé en NBA, 2, 3 ans, t'es pas tombé dans la bonne équipe, dans le bon projet, avec le bon coach ou que sais-je encore. Et là, tout d'un coup, tu as l'opportunité, on t'offre des minutes et tu t'arrives à t'affirmer, tu arrives à dire hey, regardez, j'ai ce qu'il faut. Et je pense que ce joueur Même un est mec comme potentiellement promis à un très bon avenir. ouais, c'est Très ça, bel avenir. mais même un mec comme Jalen Brunson, tu vois, c'est un peu ça. Genre Exactement, très vrai. le Jalen Brunson de ses 2, 3 premières saisons à Dallas, est-ce que tu t'imagines que c'est un type qui va finir dans Roi du Madison Square ouais, Garden. c'est ça, Non, roi du Madison Square non, Garden, quoi. C'est fou. non.
Non, clairement pas, ouais. Ouais. Donc, non, mais fascinant. Quentin Grimes, fascinant. En plus, dans une équipe qui ne l'est pas moins, de par la situation dans laquelle elle se trouve d'un point de vue salarial, d'un point de vue draft. Ça va être fun à regarder. Ouais, alors je sais pas si le mot est bien choisi. Ah si, moi je trouve ça marrant. Moi. Alors oui, pour nous oui, mais je pense que si t'es fan des Sixers, la situation salariale de ton équipe, tu la trouves pas fun du tout. Hein. Pense aux fans des Mavericks. Ah oui, oui, d'accord. Oh la vache, les pauvres. C'est ouais, l'anus horribilis quoi. Ouais, bon courage à tous. C'est Fan des Sixers, fan des Mavs, fan de toutes ces équipes en souffrance. Non, Courage. attends, il y a pas pire que les Mavericks. Non mais d'accord, mais ça Y m'empêche a pas de pas pire. compatir aussi aux Sixers. Ouais. Non, mais c'est sûr. Les Sixers, c'est pareil. On en a parlé l'autre fois. C'est une situation sacrément compliquée. Ouais. On verra ça. Merci, Charlie. Bah écoute, merci à toi, c'était comme toujours un plaisir. Et puis profite bien de ton équipe des Lakers qui est tout d'un coup parmi les favoris pour le titre. T'inquiète pas pour moi, je profite bien. On va peut-être en parler plus longtemps que jusqu'au premier tour cette saison. C'est bien. Oh là, que tu es perfide. Attends, je rappelle que vous avez fait les finales de conférence en 2023. Vous vous êtes fait sweeper, certes, mais vous étiez en finale de conférence. Mais tu devrais pas la ramener parce que quand même, dans l'équipe que tu supportes, clair. il y a le meilleur joueur qu'on ait vu ces 10 dernières années et vous avez autant de titres que nous sur les 5-6 dernières années. Donc fais pas le malin quand même. Hein. Mais je fais pas le malin. Tu sais quoi, si demain il y a un duel Lakers-Nuggets, mais clairement, je vais pas faire le malin du tout, quoi. Avant, vous me faisiez pas peur. Là, vous me faites très très peur. Très clairement. Donc, ouais, mais je pense que beaucoup de franchises sont d'accord avec toi, sont sur la même ligne que toi à ce niveau-là. Ouais, ça fait bien suer. Tiens. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. D'ici là, bonne fin de journée, bon week-end. Et à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.